Bonjour et bienvenue dans cette 9e et dernière vidéo consacrée aux révisions de la grammaire de l'anglais de base. Ça y est, on arrive au bout. Bah tant mieux, ou tant pis, je sais pas trop en fait, à vous de me le dire. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, divisée en deux parties. Dans la partie 2, je vous expliquerai ce que j'attends de vous pour les 2 dernières évaluations qui vous restent, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais dans un premier temps, dans une première partie, et pour conclure tous ces cours de grammaire que je viens de vous donner, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle le top 10 des erreurs qui me donnent envie de démissionner. Et donc les 10 erreurs que, s'il vous plaît, vous ne ferez plus jamais en anglais, parce qu'elles sont souvent basiques et faciles à éviter. Allez, c'est parti. Donc top 10 des erreurs qui me donnent envie de démissionner. Je précise sans aucun ordre spécial, je fais ça à l'inspiration. Allez, on commence par l'erreur numéro 1. Number 1. L'adjectif en anglais. Il y a vraiment pas grand chose à savoir sur l'adjectif en anglais. Mais ce pas grand chose, il faut le savoir. Déjà, l'adjectif en anglais, il est invariable. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Jamais de S à l'adjectif. Deuxième chose, l'adjectif est toujours avant le nom en anglais. An orange car. Two incredible stories. A huge mistake. Another problem. Alors je sais bien qu'en français ça change tout le temps. Je sais bien qu'on dit une belle voiture, mais une voiture orange. On dit le bon air, mais un air vif. On dit un homme grand, mais on peut aussi dire un grand homme. Bref, c'est super compliqué, alors qu'en anglais, c'est simple. L'adjectif est toujours avant le nom. Et ça, vous le notez, vous l'apprenez, vous vous en rappelez. Alors comme je sais qu'il y en a qui pensent que c'est évident et que c'est abusé que je mentionne quelque chose d'aussi simple, je vous rappelle que ce sont les erreurs qui me donnent envie de démissionner, donc c'est normal que ce soit des erreurs basiques. Bref, comme il y en a qui râlent parce que c'est trop facile, je vais aller un chouïa plus loin et rapidement, très rapidement, vous parler de l'ordre des adjectifs en anglais. Ils sont certes toujours avant le nom, mais quand on les place devant le nom, on suit la règle TACOM. TACOM comme taille, âge, couleur, origine, matière. Donc s'il y a plusieurs adjectifs, on mettra d'abord les adjectifs de taille, ensuite ceux d'âge, ensuite ceux de couleur, ensuite ceux d'origine et ensuite ceux de matière. Et c'est pour ça qu'on dira a big old red French wooden box et non pas a wooden old red French big box. TACOM. Voilà. Allez bref, au suivant. Number 2. Who, which. Alors celui-là, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Who et which sont deux pronoms relatifs. On les traduit normalement par qui, et il y a une différence entre les deux. Who est utilisé pour faire référence à un humain. This is the man who killed my father. Which est utilisé pour une chose ou un animal. I want you to take the paper which is on my desk. Voilà, déjà, première chose. Maintenant, deuxième chose, et ça c'est fou le nombre de fois où je vois l'erreur, which s'écrit wetch, pas wetch, ni même wesh, encore moins vec, ou alors west, ou alors wetch, voire wetch, qui n'existe pas tout cela. Wetch s'écrit wetch. Et vraiment, cette erreur-là, elle me rend fou, parce que je la vois tout le temps, et je sais pas, ça me rend fou. Enfin, je sais pas. W-H-I-C-H. Wetch. W-H-I-C-H. Voilà. Number 3. There is, there are. There is, there are, ça s'accorde avec ce qui suit. There is a skull here. There are books there. Ça s'accorde avec ce qui suit dans la phrase. C'est pas compliqué, non? Non, mais non, c'est pas compliqué. Si, non. Non, c'est pas compliqué. Number 4. Les mots en WH. Who, how, where, why, what, when, whose. Il est impératif de connaître le sens de ces pronoms et de connaître la structure des questions. Il faut savoir que who, c'est qui, how, c'est comment, where, c'est où, avec un accent, why, c'est pourquoi, what, c'est que, when, c'est quand, et whose, c'est à qui. Il faut juste le savoir, donc il faut l'apprendre. Et il faut aussi savoir construire les questions. J'ai passé mon temps à vous donner les formes interrogatives au présent, au passé, avec les auxiliaires, les verbes, les auxiliaires modaux, les semi-modaux. Donc s'il vous plaît, arrêtez en cours de me demander des choses du style « You think it's good? You can come, sir ?» Ou alors pire « Do you can come? » Why you sad? Bah, parce que je suis triste parce que When she arrive. Voilà, j'arrête là parce que je vais m'énerver tout seul sinon. Donc voilà, vous devez vous rappeler qu'on doit avoir un auxiliaire, be, have ou do, ou alors un auxiliaire modal, puis le sujet pour faire une question. Toujours dans cet ordre. Et éventuellement, un mot interrogatif devant. C'est ça l'équation des questions. Bon, en vrai, l'équation des questions, c'est plutôt celle-là. Mais bon, elle est un peu compliquée et celle que j'ai donnée juste avant, elle est simple, elle marche dans la plupart des cas. Voilà. Alors juste pour le principe, je vous corrige les phrases que je viens de vous sortir et je les mets en bon anglais, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, c'est mieux. Et on continue avec le numéro 5. Number 5. To et for. Le plus souvent, quand to et for sont suivis d'un verbe, to est suivi d'une base verbale et for est suivi de ing. Exemple, he is here to work. Ou alors, et vous l'entendez souvent à la fin des vidéos YouTube, si vous regardez des vidéos YouTube en anglais, ce que je vous conseille de faire régulièrement, sinon tous les jours, à la fin, vous entendrez thanks for watching. C'est tout. Number 6.
Présent simple, présent B plus ING. Il faut savoir conjuguer ces temps aux formes affirmatives, négatives, interrogatives. J'ai consacré une vidéo entière sur le sujet, je suis certain que vous vous en rappelez. Je n'ose pas rappeler par contre qu'il faut mettre un S à la troisième personne du singulier en anglais au présent simple. Non, je n'ose pas, mais je le fais quand même, parce que je passe mon temps à corriger ça dans des copies de première année, mais aussi de deuxième année, de troisième année, de master 1, de master 2, et même plus loin. Genre, she works, does he know? On met bien le S sur l'auxiliaire, mais pas sur le verbe, parce qu'il y a déjà le S sur l'auxiliaire, pas besoin de se répéter. It burns. Ou alors, this is the child who doesn't want pizza. Ou alors, this is the robot which loves Shakespeare. Le verbe est à la troisième personne. J'en ai tellement marre de corriger cette erreur, aidez-moi. Si vous le faites pas pour vous, d'apprendre ça, faites-le pour moi. Même si vous m'aimez pas, c'est pas grave, faites-le par charité. Number 7. Savoir parler de quelque chose au passé, il faut donc connaître le prétérit et le present perfect aux formes simples et B plus ING, voire maîtriser le past perfect aux formes simples et B plus ING. J'ai consacré 3 vidéos entières sur le sujet, c'est pas pour rien, j'espère que c'est rentré. Number 8. Number 9. Neuvièmement, la différence entre ing et ed. Ne pas confondre les mots comme bored et boring, ou alors interested et interesting, ou alors created et creating. Là par exemple, vous êtes bored et je suis boring. Enfin, j'espère pas. Voilà, donc ing globalement c'est l'équivalent du ant en français. Et ed, c'est l'équivalent du est, du participe passé, en français. Interesting, c'est intéressant. Interested, c'est intéressé. Voilà. Number 10. Depuis, comment ça se traduit depuis? On a le choix, on le traduit soit par since, soit par for. On traduit since quand on parle d'un point de départ temporel, on met for quand on parle d'une durée. Alors c'est quoi la différence entre un point de départ et une durée? 20 ans par exemple, 20 années, c'est un point de départ ou une durée? 20 ans, 20 années, c'est bien sûr une durée, ça dure 20 ans, ça dure 20 années. Donc si on veut dire je fais ceci ou cela depuis 20 ans, on dira for 20 years. Yesterday, c'est un point de départ ou une durée? On peut pas compter en yesterday. On peut pas dire ça dure 3 yesterday. Yesterday, c'est hier. C'est donc un point de départ. Donc forcément, on marquera since yesterday, depuis hier. Allez, quelques autres. A long time. Point de départ ou durée? Oui, durée. Donc on marquera for a long time. Plus vicieux peut-être. 1500 CE, qu'on pourra dire aussi 1500 CE. Point de départ ou durée? Alors déjà, il faut savoir ce que ça veut dire CE. CE, ça veut dire Common Era, c'est-à-dire de l'ère commune, de notre ère. En français, on dit parfois 1500 après Jésus-Christ. En anglais, on trouvera parfois 1500 AD. AD signifiant Anno Domini, qui veut dire en latin l'année du Seigneur. Mais dans le contexte scientifique et historique, on préfère éviter l'allusion à Jésus-Christ, non pas par pure détestation de la religion, mais simplement par souci de rigueur scientifique. L'allusion à Jésus-Christ, quand on parle d'histoire, par exemple, n'est pas toujours pertinente. Donc pour être plus neutre, on dira 1500 de notre ère ou alors 1500 CE, de l'ère commune Common Era. Bref, 1500 de notre ère, 1500 après Jésus-Christ, si vraiment vous y tenez, c'est un point de départ ou une durée? Bien sûr que c'est un point de départ. Donc on marquera since 1500 CE. Dernier exemple, 20 BCE. BCE signifiant Before Common Era. On peut aussi marquer BC qui veut dire Before Christ. Donc 20 BCE, c'est un point de départ ou une durée? Bien sûr, c'est un point de départ. On ne peut pas compter en 20 BCE. C'est pas une unité de mesure, si vous voulez. Donc quand on veut dire depuis l'an 20 avant notre ère, on écrira et on dira since 20 BCE. Dernière petite chose, since et for s'utilisent très logiquement avec le present perfect. Exemple, I've played tennis since I was a kid. I was a kid étant utilisé comme point de départ, évidemment. I've lived in New York for 10 years. 10 years étant une durée, évidemment. Et donc c'est super logique qu'on utilise le present perfect. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, avec since ou for, on parle de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui a un impact sur le présent. Donc le seul temps possible, c'est le present perfect. Alors, simple ou B plus ING, ça dépend du contexte et j'entre pas dans le détail maintenant dans cette vidéo. Rappelez-vous déjà que on utilise le present perfect avec since et for, c'est déjà parfait. That's enough. Et voilà, j'ai fait le tour des points importants, des erreurs qui me donnent envie de démissionner. Et avec toutes ces vidéos depuis le début du semestre, j'ai l'impression qu'on a revu l'essentiel des bases de la grammaire de l'anglais et même un peu plus. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a été utile et ça vous sera utile peut-être. Avec un peu de chance, ça vous a permis ou ça vous permettra de mieux comprendre l'anglais, voire d'apprécier cette langue, voire d'apprécier les langues en général, après tout pourquoi pas, et aussi de poursuivre vos études dans les meilleures conditions possibles. Allez, une petite pause et on passe à la dernière partie de la vidéo, et d'ailleurs la dernière partie de ces vidéos tout court.
Bon voilà, allez, pour terminer, on va parler de notation. Je vous rappelle ce que j'avais annoncé au début du semestre. Votre note finale est divisée en 4 parties égales de 25% chacune, donc c'est logique. Alors comment est-ce que c'est ventilé? 25% pour les QCM hebdomadaires. Là, bientôt, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus qu'un QCM noté à passer. Et comme d'habitude, vous aurez une semaine pour le faire. Voilà, ça, on a bientôt fini. 25% également pour le devoir que vous avez fait en classe à mi-semestre. Celui-là aussi, vous l'avez déjà passé, donc on est bon. Enfin, j'espère que vous l'avez déjà passé, sinon c'est qu'il y a vraiment eu un problème et ça peut arriver les problèmes. Normalement, tout est bon. 25% pour le devoir en classe que vous passerez en fin de semestre. Donc bientôt, on va se revoir, c'est le prochain cours et vous allez passer votre devoir sur table, dans les mêmes conditions que le devoir de mi-semestre. Il y aura principalement des questions sur les vidéos 5, 6, 7, 8, 9, mais évidemment, je pars du principe que vous avez vu et digéré les vidéos 1, 2, 3, 4, et donc il y aura ponctuellement des questions sur les présents, sur le prétérit, sur le present perfect, sur les autres temps, mais principalement, ce sera des questions sur la deuxième partie du semestre, donc vidéo 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Bon, si vous êtes super doué en maths, et je n'en doute pas une seule seconde, vous constatez que 25 plus 25 plus 25, ça fait 75, et que donc il manque 25%. Et le moment est venu de vous dévoiler en quoi ces 25 derniers pourcents consistent. Attendez, je fais un peu monter le suspense. Vous allez devoir m'envoyer, avant le 15 janvier précisément, une vidéo. Ouais, une vidéo de quoi? Une vidéo de vous. Une vidéo de vous en train de vous présenter en anglais. Voilà. Donc, vous prenez votre téléphone portable, ou autre chose, hein, je m'en fiche moi du moment que ça filme. Vous vous filmez en train de vous présenter en anglais, et vous m'envoyez la vidéo. Et je vous dis comment dans 2 minutes. Au niveau de la durée de votre vidéo, ce sera strictement au minimum 1 minute, et strictement au maximum 1 minute 30. Donc vraiment, clairement, ça doit être compris entre 1 minute et 1 minute 30. Plus de 1 minute 30 ou moins d'1 minute et je regarde pas. Vraiment. Donc au moins c'est dit. Alors je vous laisse toute liberté pour choisir la manière avec laquelle vous vous présenterez. Mon but c'est de savoir si vous savez vous présenter en anglais. Si vous savez faire des phrases et si votre accent est globalement compréhensible. À titre d'exemple, mais vraiment c'est à titre d'exemple, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette nomenclature, mais par exemple, vous pourriez me parler de ça. Donc votre nom, date de naissance, d'où vous venez, vos frères et sœurs, votre famille, votre personnalité, ce que vous étudiez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous appréciez dans la culture anglophone, donc américaine, anglaise ou ce que vous voulez, ce que vous n'appréciez pas dans la culture américaine, anglaise, irlandaise, canadienne, etc., etc. Pourquoi vous avez choisi d'étudier ce que vous étudiez, si vous êtes heureux dans vos études ou très malheureux dans vos études, ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous voudriez faire plus tard, peut-être que vous avez changé en cours de route, peut-être que vous savez pas du tout et vous me le dites. Bref, tout ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Pour vous aider, je vous mets une petite toolbox, une petite boîte à outils. Donc voilà, des mots de vocabulaire que vous pourriez utiliser. Encore une fois, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, mais ça peut vous aider à vous présenter. Voilà, alors je vais préciser 2 choses. Premièrement, comment je vais vous noter, parce que j'adore préciser à mes étudiants comment je les évalue, ça me paraît utile et pertinent pour vous, pour mes étudiants. Et deuxièmement, comment faire techniquement parlant. Premièrement, la notation. Vous serez noté sur 5 étoiles qui représentent les 5 points que vous pourrez obtenir pour ce travail. Ce travail, je vous rappelle, représentera 25% de votre note finale. Donc ces 5 étoiles, c'est 5 points de votre moyenne générale en anglais sur 20. Voilà comment je vais noter cet exercice. Et plus précisément, voilà les questions que je me poserai en regardant vos vidéos. Premièrement, la base. Déjà, est-ce que vous m'avez envoyé votre vidéo dans les temps, c'est-à-dire avant le 15 janvier? Est-ce que l'image et le son sont au moins corrects? C'est-à-dire juste, est-ce que je vous vois bien et est-ce que je vous entends bien? Est-ce que la vidéo fait bien entre 1 minute et 1 minute 30 précisément? Si oui à toutes ces questions, alors vous avez votre première étoile et donc votre premier point. Attention, si votre vidéo n'est pas envoyée dans les temps et si elle fait moins d'1 minute, non seulement vous n'aurez pas ce point, mais en plus je vous mettrai 0 à tout l'exercice. Parce que voilà, faut pas abuser. Deuxièmement, grammaire. Deuxième grande question que je me poserai, est-ce que votre grammaire est globalement correcte? Est-ce qu'elle est un obstacle à la compréhension? Je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait, mais j'aimerais que les erreurs de base, notamment celles que je viens de mentionner, vous savez, les 10 erreurs qui me donnent envie de démissionner, donc ça, mais aussi ce qu'on a pu voir ensemble pendant tout le semestre, j'aimerais que ce soit globalement maîtrisé. Alors attention, hein, une erreur ponctuelle, une faute de temps en temps, c'est pas trop grave, mais faites de votre mieux quand même. Si vous faites quelque chose d'au moins correct, vous aurez votre deuxième étoile.
Troisièmement, accent. Alors rassurez-vous, je ne m'attends pas du tout à ce que vous ayez toutes et tous un accent anglais ou américain parfait. La question que je me pose, c'est est-ce que votre accent est au moins compréhensible? Plus précisément, est-ce qu'un anglophone vous comprendrait? Ou alors pas du tout. Donc faites de votre mieux, soyez compréhensible, faites un joli accent si vous pouvez. Si j'estime que c'est compréhensible et que vous faites un effort, vous aurez votre 3e étoile. Vocabulaire prise de risque, c'est la 4e catégorie, on va dire. Est-ce que le vocabulaire utilisé est assez varié? Est-ce qu'il y a une prise de risque? Ou au contraire, est-ce que vous vous contentez de dire Hello, my name is Bob. I am from Toulon. I have one brother. I like movies. I like biology. I like sport. I like food. I like my mother. Goodbye. Ou alors, est-ce que vous cherchez à faire de jolies phrases avec de jolis mots variés et originaux? Est-ce qu'il y a une prise de risque? Est-ce que c'est complet? Est-ce que j'ai l'impression de mieux vous connaître après cette minute ou cette minute 30 à vous avoir écouté? Si oui, alors à ce moment-là, vous aurez votre 4e étoile. La 5e question que je me poserai, elle est relative à la communication et à la créativité. Est-ce que je me suis endormi en vous écoutant? Est-ce que vous regardez bien la caméra? Et est-ce que vous donnez envie qu'on vous écoute? S'il vous plaît, ne donnez pas l'impression que vous lisez. J'ai plutôt envie de voir quelqu'un qui donne l'impression au moins d'improviser son discours, même si c'est pas forcément le cas. Je précise que vous n'êtes pas obligé de vous filmer bêtement devant un mur blanc en train de réciter ce que vous avez appris par cœur. Si vous voulez être plus créatif pour vous présenter, surtout n'hésitez pas. Moi, tant que je vous entends parler anglais, et bien parler anglais si possible, tant que vous faites de belles phrases, tant que c'est dynamique, voire intéressant et créatif, bah moi je suis content. Donc voilà, ne vous mettez pas de borne. Si vous voulez faire un petit montage, c'est avec plaisir. Mais si vous ne savez pas comment on fait un montage, c'est pas grave non plus, hein. Si vous voulez être drôle ou tenter d'être drôle, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, tant que vous faites de belles phrases en anglais. En gros, soyez juste dynamiques, originaux, créatifs et vous aurez votre 5e étoile et donc votre 5e point sur 20. Mais attention, hein, pas moins d'1 minute et pas plus d'1 minute 30 parce que je vais avoir environ 400 vidéos à regarder parce que vous êtes environ 400 étudiants en première année. Oh, je vais avoir 400 vidéos à regarder. Bon, voilà, une fois que vous aurez enregistré votre vidéo, surtout, ne me l'envoyez pas par mail. Mais vraiment, surtout, ne me l'envoyez pas par email. Vous prenez votre vidéo, vous vous connectez sur pod.univ-tln.fr et vous l'uploadez sur le site avant le 15 janvier. Allez, je vous montre exactement comment on fait, c'est plus simple. Bon alors, comment ça marche? D'abord, vous allez sur pod.univ-tln.fr, voilà, vous appuyez sur se connecter, voilà, vous mettez votre mot de passe, etc. Normalement, vous êtes enregistré, vous appuyez sur ajouter une vidéo, choisir un fichier, vous choisissez le fichier que vous voulez m'envoyer, donc la vidéo que vous avez enregistrée, vous mettez un titre avec votre nom en majuscule dans le titre s'il vous plaît, suivi de /_ présentation. Type, très important, vous mettez travaux étudiants, et encore plus important, additional owners, propriétaire, vous mettez Frédéric Armao, sinon je la reçois pas votre vidéo. Voilà. Dans la description, vous m'envoyez un petit email en anglais, s'il vous plaît, pour me dire que vous m'envoyez cette vidéo-là. C'est toujours poli d'écrire un petit email. Et à la fin, simplement, save et continue. Et normalement, tout est bon. Voilà. Et moi, je la regarde dès que possible. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ce semestre d'anglais un peu original vous a plu. On se voit de toute façon très bientôt pour le 2e devoir en classe. Vous pourrez me faire part de vos commentaires, de vos inquiétudes, de vos problèmes, de vos insultes à ce moment-là. J'en profite pour vous signaler qu'à partir du 2e semestre, les cours d'anglais reprennent une forme plus normale avec un autre enseignant, mais j'imagine que si ça vous intéresse, vous pourrez toujours vous référer à mes vidéos de grammaire si jamais vous avez envie de revoir tel ou tel point, si jamais c'est pas clair, si jamais il faut vous rafraîchir la mémoire. Alors c'est tout pour moi, je vous cache pas que c'était assez sympa à faire ce cours, peut-être que ça s'est vu, mais je me suis bien amusé, j'ai trouvé ça intéressant et en gros j'ai bien aimé. Allez, une dernière citation pour clôturer ce semestre. The trouble with most of us is that we'd rather be ruined by praise than saved by criticism. See you in class, I guess. Bye-bye.